Salut les gens, et comme je vous l'expliquais dans ma vidéo précédente, je vais pas au cinéma régulièrement dans ta gueule, j'ai décidé tout simplement de vous parler des sorties Blu-ray de la semaine. Et aujourd'hui donc on va parler de Split. Split est réalisé par M. Night ça sera écrit par là. Réalisé en 2017 et sorti en DVD cette semaine, enfin plus précisément aujourd'hui. Avec comme acteur principal James McAvoy, qui a aussi joué dans les X-Men Die of Future Past ou X-Men les origines... Enfin, toute la nouvelle saga des X-Men qui sortent en ce moment. Split, de quoi ça parle? Ça parle de Kevin, une personne qui souffre de troubles dissociatifs de la personnalité, entre guillemets, un dédoublement de personnalité. Sauf que lui, c'est un peu plus poussé que ça, c'est qu'il en a en tout 24 personnalités dans la tête. Ça va être du mec fadna de mode, un mec totalement propre sur lui, limite, comment dire, avec des tocs, vous voyez, il est ultra maniaque, il voit une tache quelque part, il faut pas qu'il la touche, enfin c'est vraiment un truc de ouf. Il a une de ses personnalités, c'est un enfant qui s'appelle Hedwig. Chaque personnalité a un nom différent. Il y a Patricia qui est une sorte de mégère un peu stricte, où c'est une femme, et d'autres dont on n'entend pas beaucoup parler, sauf peut-être à la fin, vite fait, sur des images d'ordinateur. Le film débute avec une scène d'anniversaire dans une sorte de centre commercial, où trois filles se font kidnapper donc par ce Kevin, et elles se font enlever dans un lieu assez étroit, une sorte de chambre avec une salle de bain, des murs tout blancs bizarres. Elles savent pas du tout pourquoi elles sont là, et on va le découvrir au fur et à mesure avec les différentes personnalités qui interagissent avec ces filles-là. Parallèlement, Kevin suit une sorte de thérapie avec une psychiatre spécialisée dans les troubles dissociatifs de la personnalité. Il faut d'abord que je vous explique comment fonctionnent les personnalités de Kevin. Kevin, c'est pas la personne qui a le plus contrôle sur son corps. En fait, apparemment, ça serait Barry. Barry qui est le dessinateur de mode en gros qui a l'air très gentil, et en fait à ce qu'ils expliquent métaphoriquement, toutes les personnalités de Kevin sont dans une sorte de pièce, tous assis sur des chaises, et au milieu il y a une sorte de lumière, et ceux qui veulent prendre le pouvoir, le contrôle du corps de Kevin doivent aller dans la lumière. Donc, normalement ça serait Barry qui aurait ce pouvoir là, qui aurait le pouvoir de donner la lumière à qui il veut, sauf que dans ces 24 personnalités là, il y a deux personnalités qui est donc Patricia et Dennis. Donc Dennis, c'est le mec qui a des tocs, qui est maniaque de la propreté, etc. Ces personnes-là ont été bannies puisqu'elles ont des idées un peu bizarres sur une sorte de personnage qu'ils appellent la bête. Et donc normalement donc c'est Barry qui doit avoir ce pouvoir de la lumière, mais apparemment Barry a perdu donc ce pouvoir-là, et ça serait Hedwig. Un garçon je pense qu'il a 9 ans. Donc Hedwig qui parle comme ça un peu, qui a ça sur la langue, et donc qui a ce pouvoir-là, et qui peut donner la lumière à Patricia et à Barry, qui ont, entre guillemets, pris totalement le pouvoir sur les autres personnalités. Voilà en gros comment fonctionnent les dédoublements de personnalité de Kevin. Je l'appelle Kevin parce que c'est son vrai nom en fait. Normalement ça sera tout le temps, la plupart du temps quand on voit James McAvoy à l'écran, c'est plus Barry, Patricia et Hedwig qu'on voit, mais le vrai nom du personnage, il s'appelle Kevin. La psychiatre sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Kevin. Normalement, ça serait Barry qui a rendez-vous tout le temps avec la psychiatre et qui lui parle, parce que c'est lui normalement qui a le contrôle de la lumière. Mais là, en fait, c'est tout simplement Dennis qui se fait passer pour Barry, et la psychiatre le décèle tout de suite, en fait. Enfin, tout de suite, elle commence à avoir des doutes sur qui est vraiment en face d'elle. Et nous aussi, de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive très bien à différencier chaque personnalité. Le travail d'acteur de James McAvoy est un truc de ouf. C'est vraiment très 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 impressionnant. Et au fil du film, la psychiatre va découvrir forcément que Kevin, ou plus Barry, pas Barry, Dennis, a kidnappé 3 filles. Et tout ça parce qu'en fait une 25e personnalité va se manifester, qui est la bête. Il a rien d'humain en fait, c'est une sorte de monstre qui est... on voit ses veines qui apparaissent sur lui. Il a une force limite surhumaine. Parce que oui, il faut savoir que la théorie de la psychiatre qui suit donc Kevin,
Ces psychiatres-là pensent que chaque personnalité en fait pourrait, comment expliquer? Chaque personnalité pourrait apporter quelque chose de différent, même physiquement à une personne. Par exemple, une des personnalités de Kevin est diabétique et c'est le seul qui a vraiment besoin de prendre de l'insuline pour se soigner. Aussi, par exemple, tout simplement, vous voyez, entre Barry et Dennis, lui doit porter des lunettes sinon il ne voit rien. Elle explique aussi différentes situations de d'autres patients qu'elle a. Par exemple, un patient qu'elle a été aveugle pendant 15 ans, jusqu'à ce que 2 de ses personnalités retrouvent la vue, tout simplement. Et je trouve que ça fait science-fiction, mais je trouve que c'est sympa comme truc. Ça ouvre un peu plus de plus grandes perspectives. Donc le film est presque un huis clos, ça se passe pratiquement tout le temps au même endroit, donc c'est-à-dire là où les filles sont séquestrées. Mais on voit d'autres lieux, par exemple le bureau de la psychiatre, chez sa voisine, à un moment donné, il y a une scène chez la psychiatre et chez sa voisine, d'ailleurs la scène est d'un cliché pas possible. Pour ce qui est de la mise en scène, je pense qu'on ne vous présente pas le monsieur M. Night Shyamalan, c'est toujours autant difficile à prononcer son nom, c'est un truc de ouf. Donc la mise en scène, c'est un film entre guillemets à twist, puisque son grand truc à lui, c'est des films à twist. Je vous présente pas les films tels que Signe, Le Sixième Sens ou peut-être même Incassable. D'ailleurs, en parlant d'Incassable, je vais y revenir après. Par contre, je vous préviens, là, je vais spoiler à mort. Si vous n'avez pas vu le film, ce qui est dommage pour vous, parce que ce film est très bien. Si vous n'avez pas vu le film, quittez la vidéo tout de suite. Je serai obligé de spoiler à un moment donné, donc voilà. Bref, que je vous le disais, les films de Shyamalan sont des films à twist. C'est-à-dire que chaque chose dans le long métrage aura son importance. Par exemple, au fur et à mesure des événements dans le film, Cassie va perdre des vêtements, puisque Dennis ne supporte pas qu'il y ait des taches sur les vêtements des gens, donc il les fait enlever. Même le fait que Cassie perde des vêtements a une importance plus tard dans le film, puisque, donc là maintenant je vous l'ai dit, ça va spoiler. Cassie a eu une enfance assez, pour ma part j'ai trouvé ça assez terrifiant. Je pense qu'elle est fille unique d'un père chasseur avec son frère, donc chasseur aussi également. Ils partaient souvent en expédition, donc pour chasser du gibier tel que du cerf ou des sangliers, etc. Son oncle, pendant l'enfance de Cassie, son oncle en profitait pour la toucher sexuellement, quoi. Jusqu'à ce que son père décède d'une crise cardiaque, et cet oncle-là a réussi à avoir la garde de Cassie jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça aussi que tout le long du film, en fait, on voit que Cassie est un petit peu, comment dire, elle est torturée, elle a été traumatisée par quelque chose, mais on ne le sait qu'à la fin, tout ça. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi elle sait tenir un fusil aussi à la fin, parce qu'à la fin, elle a une sorte de fusil à pompe, parce qu'elle a été chasseuse quand elle était enfant, donc elle sait tenir une arme, elle sait comment recharger une arme, etc. Tout ça a une importance plus tard. Et donc, quand elle arrive à une couche de vêtements où elle a juste un débardeur, nombril apparent, etc., on voit qu'elle a des cicatrices partout. Et le délire de la bête, en fait, c'est que les personnes qui n'ont aucune cicatrice, qui n'ont pas souffert dans leur vie, en fait, méritent de mourir. Et quand il voit les cicatrices sur Cassie, il dit, bah, toi, tu es quelqu'un de pur, donc tu mérites de vivre, entre guillemets, quoi. Et c'est pour ça que Cassie, à la fin, réussit à survivre. Donc chaque détail du film a une importance. Je pense aussi que j'ai fait un... Alors, j'en sais rien du tout, hein, je spécule, c'est de la spéculation. Je pense que les noms aussi des personnages ont une importance. Par exemple, Cassie, son nom de famille, c'est Cook. Cook en anglais, ça veut dire cuisine ou cuisiner, vous voyez. Et pour la bête, les filles ont été capturées pour une raison, en fait, c'est pour devenir une sorte de nourriture pour la bête, en fait. Une nourriture... comme une nourriture divine, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et je pense qu'en fait, donc cuisiner et nourriture, je pense qu'il y a un lien. Alors j'en sais rien du tout, hein, c'est moi qui fais le rapprochement. Ça se trouve, c'est totalement un hasard. Mais je pense pas que ça soit un hasard, parce que puisque comme je vous l'ai dit, tous les détails du film ont une importance. Donc je pense qu'il y a un petit rapport. Je trouve que la musique du film passe assez inaperçue, mais quand elle est là, elle fait son effet, elle est efficace. Surtout dans la dernière scène du film où on entend, alors attention, comme je vous l'ai dit, ça va spoiler, où à la fin on entend le thème d'Incassable. Que si vous connaissez le film, si vous avez vu l'un des premiers films de Shyamalan, les musiques dans ces films avant étaient, comment dire, elles étaient marquantes. Comme par exemple la musique de Signe, tout le monde va la... Si vous êtes fan de son travail, vous allez la reconnaître facilement. Et donc à la fin on entend le thème d'Incassable. Pourquoi ?
Eh ben, je vais vous le dire maintenant, puisque comme je vous l'ai dit plus tôt, les films de Shyamalan sont des films à twist. Split est une origin story d'un méchant dans l'univers d'Incassable. Je m'explique. Incassable est un film avec Bruce Willis. C'était entre guillemets une origin story sur un super-héros, mais dans une sorte de monde réaliste. C'est-à-dire que le mec, donc c'est l'histoire d'un mec, alors je me rappelle plus du nom, ça fait pas mal de temps que je l'ai vu ce film. C'est-à-dire que Bruce Willis en fait a survécu à un accident de train mais mortel. C'est-à-dire que c'est le seul survivant, sauf que lui il a aucune égratignure, aucune fracture. Même pas une petite coupure, même pas une petite goutte de sang qui coulait par-ci par-là, il y a rien du tout. Tout le long du film, en fait, il se questionne sur le pourquoi du comment il a survécu à ça. Donc il s'est rendu compte, enfin, en se posant 5 minutes, il se rend compte que de toute sa vie, il n'a jamais été malade. Il a une sorte de relation avec son fils assez particulière, c'est-à-dire qu'en fait son fils déjà le voit comme un héros, déjà un enfant voit son père comme un héros, et quand son père en fait devient ce héros, mais littéralement, mais pas que pour son fils, pour entre guillemets l'humanité entière, même si il fait une action qui touche qu'une famille, le regard de son fils a totalement changé sur lui, et c'est le héros qu'il a toujours vu en lui se révèle enfin, et je trouve ce film magnifique. Bruce Willis rencontre un personnage qui est fan de comics, qui est joué par Samuel L. Jackson, qui lui est atteint de la maladie des os de verre, c'est-à-dire que dès qu'il va avoir une petite chute, dès qu'il va tomber ou s'il va trop être secoué, il va avoir une fracture mais atroce et douloureuse pour lui. Et donc il est cloué à un fauteuil roulant. De toute sa vie en fait, il est cloué à un fauteuil roulant, et c'est pour ça qu'il s'est réfugié dans les comics, et c'est pour ça qu'il est devenu un grand collectionneur. Et c'est aussi pour cette raison pour laquelle toute sa vie, il a recherché des vrais super-héros dans la vraie vie, et jusqu'au jour où il trouve justement Bruce Willis. Ce qui est intéressant aussi avec ce personnage-là, c'est que c'est l'exact contraire entre guillemets des pouvoirs de Bruce Willis, puisque Bruce Willis est incassable, alors que Samuel L. Jackson, lui, est une pichenette, il se pète en morceaux, quoi. Tout le film est basé là-dessus, sur le fait de devenir un héros, etc. Et donc on rencontre une sorte... on apprend aussi au final que Samuel L. Jackson est un méchant. Un méchant, comme lui le dit, c'est... chaque héros a un méchant. Et donc Split est une origin story, comme je vous l'ai dit, à Incassable, puisqu'à la fin, donc comme je vous l'ai aussi expliqué, on entend le thème musical d'Incassable. On voit dans un dîner... que la police enquête sur Kevin, je m'en rappelle plus son nom de famille, d'ailleurs il a une importance dans le film, mais alors moi je m'en souviens plus du tout. Les journalistes à la télé l'appellent la Horde, tout simplement à cause de ces 25 personnalités qu'il a dans la tête. Pardon pour le rototo. Et là on voit deux nanas qui discutent en regardant la télé, qui disaient « Ah, c'est bizarre, ça me rappelle l'histoire du mec en fauteuil roulant qui a été arrêté, qu'il avait un surnom bizarre aussi. » Et là la caméra recule, on voit Bruce Willis qui est en train de lire son journal, et il fait « Oui, c'était le bonhomme qui casse. » C'est là qu'on a la révélation qu'en fait Split est bien dans l'univers d'Incassable, et que Split est une origin story d'un méchant. Je pense j'espère qu'ils vont faire un troisième film entre Bruce Willis et James McAvoy. Ce serait mais totalement superbe. Vous imaginez, Shyamalan en fait est en train de créer son propre Marvel Cinematic Universe, mais à lui en fait. C'est-à-dire qu'en fait il est en train de créer des personnages qui vont se rencontrer plus tard à la style un peu à la Marvel en fait, dans un ton plus réaliste que Marvel, avec c'est sûr, avec beaucoup moins d'explosions, etc. que Marvel, beaucoup moins d'humour, parce que ces films là sont très sombres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des scènes comme on voit rien heureusement, il y a des scènes quand même où il parle de la pédophilie, c'est assez cru un peu comme sujet. J'espère que ça va donner quelque chose de bien, et je suis pressé de voir la suite. Je suis pressé de voir ce que ça va donner par la suite, tout simplement. Vous l'avez sûrement compris, Split pour moi est un très bon film. Je vous conseille d'aller le voir si vous l'avez pas fait. Mais si vous l'avez pas vu, normalement vous êtes parti, puisque j'ai spoilé comme un gros bâtard. Bref, si vous l'avez pas vu, je vous conseille quand même d'aller le voir. C'est un très bon film. C'est enfin le retour de Shyamalan qu'on attend depuis. Pour ma part, moi, j'ai pas trop apprécié ces films depuis Le Village. Vous voyez, ça remonte, hein, Le Village. Hein, mais Le Dernier Maître de l'air,
Le dernier maître de l'air, il a fait quoi d'autre? Il a fait Phénomène. J'ai trouvé Phénomène drôle, mais normalement c'est pas fait pour être drôle. The Visit, ou encore The Visit, son avant-dernier film avant Split était pas mal foutu. Mais c'est pas ce qu'on attend de ce réalisateur là. Bref, cette sortie Blu-ray de la semaine est terminée. Je vous invite à commenter la vidéo si elle vous a plu, à la partager également et à me laisser un pouce bleu, ça me fera super plaisir et ça m'aidera aussi à être mieux référencé sur YouTube. En finale, Split, c'est un très bon film. Je vous invite à aller dans votre magasin plus proche pour l'acheter. C'est du bon, c'est du très très bon et je vous dis à la prochaine. Je vous fais la bise. Salut!